Tous ceux qui m'ont accompagné, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas les mêmes opinions d'ailleurs, tout simplement, mais au nom de la liberté d'expression, elles ont pu se rassembler pour la défendre justement. Je tiens également à remercier les syndicalistes qui étaient présents dans la salle, donc Alliance et Unité SGP, qui ont refusé de prendre part au vote et à cette mascarade. Ce qui veut dire qu'ils ont dit que la liberté d'expression syndicale dépasse les clivages et les différends qu'on peut avoir. On veut continuer à pouvoir débattre, à ne pas être d'accord. Donc je remercie toutes les personnes qui sont allées là. Je remercie toutes les personnes qui sont là aussi aujourd'hui devant, parce que s'il n'y avait pas aussi les gens qui partageaient sur les réseaux sociaux, les gens qui venaient physiquement, l'administration pourrait croire qu'on est tout seul et que c'est un combat d'un illuminé. Donc tout ça c'est important et ça fait que la décision a été que le conseil de discipline ne se prononce pas. C'est-à-dire que ne se prononce pas une deuxième fois. Ça veut dire que comment ça s'est passé? La parité syndicale avait deux options, soit ils restaient dans la salle et à ce moment-là, c'est ce qu'ils ont choisi, ils refusaient de prendre part au vote en disant nous ne sommes pas compétents pour juger un syndicaliste pour sa production syndicale. Soit ils quittaient la salle, mais à ce moment-là l'administration a dit qu'il y avait un quorum qui était atteint, parce que le quorum se calcule au début du conseil de discipline et s'il y a des gens qui partent en cours de route, c'est pas grave. Donc c'était l'administration qui décidait toute seule. Donc pour éviter ce petit désagrément de que l'administration puisse dire condamné à l'unanimité, et ils ont choisi de rester. Je pense que c'était la meilleure formule, aussi bien pour la liberté d'expression syndicale qu'à moi à titre personnel. Grosso modo, une bonne chose. Maintenant, ça va être envoyé au ministre, parce que ce que je vais expliquer, le conseil de discipline ne rend qu'un avis. La dernière fois, on avait obtenu la même décision, c'est-à-dire pas de décision, et le ministre avait choisi de m'exclure 12 mois, dont 6 fermes. Donc là, c'est rebelote, on retourne au ministre, qui va prendre sa décision, et on va savoir quand est-ce qu'il la prendra, ça je ne sais pas. Voilà, et ils ont un petit peu aussi dit, ils ont un petit peu pas eu de réponse, quand je leur dis mais moi j'ai demandé à partir de la police, laissez-moi partir en fait. J'ai demandé une rupture conventionnelle pour partir. Accordez-la, et puis comme ça tout le monde est content, on n'a pas cette mascarade. Et là, il n'y a pas eu de réponse. Du coup, c'est assez embêtant donc de voir ce système qui veut s'auto-justifier, qui fait passer son ego avant l'intérêt général. Et heureusement que là, il y a un soutien complètement divers et varié sur la liberté d'expression. Merci à tout le monde et merci à tous d'avoir patienté jusqu'à cette heure-là. Merci à tout le monde. Donc on va maintenant attendre Monsieur Darmanin pour savoir ce qu'il en pense. J'attends quoi? J'attends pas grand-chose malheureusement. Maintenant il peut me surprendre dans le bon sens et me dire on part. Et le pire sur la rupture conventionnelle, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui l'ont demandé parce qu'ils n'y croyaient plus, ils n'ont pas forcément médiatisé leur départ. Et le ministère ne veut pas leur lâcher un centime. Donc il ne voudrait pas que ça crée un précédent pour expliquer pourquoi aux autres ils ne l'ont pas accordé. Surtout qu'ils ont des retards de plusieurs mois dans les délais légaux pour répondre. Donc il y aurait peut-être des indemnités de retard à payer, etc. Donc une fois de plus, le ministère de l'Intérieur est inexemplaire jusqu'au bout, y compris pour ceux qui veulent le quitter. Mais le combat alors précision très importante. Le combat va continuer. C'est ce que j'avais expliqué, je quitte la police. C'est juste, à un moment ils m'ont posé la question, si vous quittez la police, c'est pour retrouver votre liberté d'expression, donc vous reconnaissez que vous avez manqué à votre devoir de réserve. Alors j'ai expliqué à l'administration que c'était pas ça, c'était je quittais la police parce que j'en avais marre que l'administration utilise à des fins arbitraires et complètement illégales le pouvoir disciplinaire dont elle a à ses dispositions. Et donc j'ai dit voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on vit, c'est exactement la confirmation. Donc le combat va continuer, je ne sais pas sous quelle forme, mais en tous les cas on ne va pas laisser la police dans cet état parce que ça permet le débat public, la garantie des libertés fondamentales et pas du tout à quoi elle est utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire l'oppression des gens et avec ce qui sont en train de passer encore au dernier moment, le fichage des opinions politiques, syndicales, personnelles, etc. Donc voilà, donc ça c'est une catastrophe. Donc le Conseil d'État a validé parce que le juge qui a fait en référé est l'ancien directeur de cabinet de Madame Belloubet. Donc en fait, quand c'est des copains qui jugent, c'est plus facile. Mais résultat des courses, le combat va continuer parce que c'est inadmissible pour tout le monde, quelle que soit son opinion politique, syndicale, sa religion, ses philosophies. Pas qu'on soit fiché pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette fabrication des ennemis de l'intérieur pour après nous dire attendons, c'est lui qui est mal. Exactement, et dans les textes de loi supranationales, c'était non, ça on arrive à comprendre. C'est pour ça que ça peut me rassembler large, que c'est des sujets qui font. Donc c'était un tract syndical qui me reproche. Ils m'ont dit qu'en tant que syndicaliste, mais j'étais aussi policier, donc en fait le policier était responsable du syndicaliste. Bon. On a dit que le tract qui avait été publié, c'était notamment sur les suicides dans la police, que le précédent directeur a eu 114 de nos collègues qui se sont suicidés. Donc ils m'ont dit mais vous avez continué à faire des tracts un peu provocants. Je fais oui, parce que c'est pas un numéro vert et des barbecues conviviaux qu'on règle le problème des suicides dans la police. Donc en fait, les tracts n'existent que parce que vous ne réglez pas les problèmes. Donc n'inversez pas les tendances. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont dit il y a le dialogue social. J'ai dit le dialogue c'est à deux, si les gens nous ferment la porte, il n'y a plus de dialogue. Donc c'est compliqué, comment on fait? Donc en fait, ils reprochent tout ça, donc en fait, ils sont restés sur la forme. Voilà, avec une petite expression, ils m'ont dit à un moment, mais vous avez mis la photo du directeur de la police nationale pour représenter l'institution en le faisant parler.
Là, je vais citer Gérard Miller qui a fait une comparaison. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis un symbole de la police nationale, un commissariat, un brassard? Et Gérard Miller a dit une réflexion très intéressante. Il a dit, dans les manifestations, on crie Macron démission, on ne dit pas Élysée démission. Soyons sérieux. Il y a un responsable moral à la situation, un responsable physique de la personnalité morale. Et c'est pas la personne en elle-même qu'on atteint, c'est la fonction qu'elle occupe. Donc voilà, donc c'est ce côté-là. Et en fait, la police nationale ne veut pas qu'on résoudre les problèmes, elle veut les cacher. Donc c'est ça le problème. Et c'est le problème, donc c'est pour ça que j'étais à titre syndical, c'est pour ça que j'ai accepté de présider une association qui s'est lancée. Donc j'invite à tout le monde à aller sur le site IGPN Citoyen pour demander un contrôle indépendant de la police. L'idée de base qu'on avait, c'était de dire, comme les jurés d'assises, 2 tiers de citoyens tirés au sort qui sont volontaires, 1 tiers de policiers, parce que c'est nécessaire d'avoir des gens de terrain qui puissent expliquer ce que c'est. À la différence des gens de l'IGPN qui sont dans des bureaux et qui sont des courtisans politiques, je fais la différence entre les deux, et avec ce contrôle de magistrats, et qui a le pouvoir à la fois d'enquêter, de sanction, et après un rôle d'audit qu'a l'IGPN à l'heure actuelle, mais qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IGPN, on fait des audits dans des services, mais le commissaire de l'IGPN, il dit attends, je vais dire que tout va bien, comme ça demain quand les rôles seront inversés, moi je serai dans un service et toi à l'IGPN, je dirais que tout va bien. Donc on règle aucun problème. Et donc c'est ces 3 piliers qui semblent importants, parce qu'une fois qu'on a ça, on a l'audit, on a de la transparence vis-à-vis de la population, c'est-à-dire que les enquêtes, on sait qu'elles vont être suivies, qu'elles vont aller jusqu'au bout, que des fois il y a des situations, des interventions de policiers qui sont mal comprises, parce que des images peuvent être choquantes, etc. Mais s'il y a une explication pédagogique, ça fait descendre les tensions. Et quand il y a des choses qui sont illégales, il y a des sanctions. On n'a pas mis la poussière sur le tapis. Deuxième chose, ça libère la parole des policiers. Un contrôle externe des citoyens. Pourquoi? Parce que les policiers aujourd'hui, ils ont peur. En tant que secrétaire général d'un syndicat, je me retrouve en conseil de discipline. J'ai eu la chance d'être soutenu à la fois par des gens de tous bords, des gens vous êtes là aujourd'hui, des gens qui sont battus pour la liberté d'expression. Imaginez la pression hiérarchique que subit le policier dans son service, sans aucun mandat, etc. C'est catastrophique, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Demain, au lieu que son chef de service dise je vais te sanctionner, je t'envoie à l'IGPN, j'appelle mon copain, il va te coller une sanction administrative, il va se présenter devant des gens qui sont indépendants. C'est plus la même chose, il va pouvoir exposer les problèmes. Et du coup, le rôle d'audit sera directement fait en disant il y a tel problème, on va les améliorer. Donc en fait, il y a ce côté-là. Et donc au final, ça améliore la qualité du service public sécurité en disant les policiers sont remis au cœur de l'action, au service des citoyens, garantissant les libertés individuelles et pas l'oppression gouvernementale. Ça remet tout ensemble et finalement, ce vivre ensemble, les policiers sont là pour garantir le débat public. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était très important. Et c'est pour ça qu'on avait communiqué avec Nous sommes Charlie. On me dit souvent, il y a des policiers qui commettent des exactions, qui commettent des délits, etc. C'est eux qui jettent l'opprobre sur la police nationale. J'ai envie de dire, même pas. En partie, mais même pas. Ceux qui jettent réellement l'opprobre sur la police nationale, c'est nos politiques et nos directeurs qui ne les sanctionnent pas. Si demain un policier commet une exaction, qu'il est sanctionné, mais il n'a pas jeté l'opprobre sur la profession, la hiérarchie a dit lui il a posé problème, on l'a mis dehors, fin de l'histoire. Et aujourd'hui, tout le monde, la population sera rassurée d'avoir des policiers intègres, ses collègues comprendront qu'il ne faut pas recommencer. Enfin, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, sauf ceux qui nous disent. C'est a priori, c'est une analyse personnelle qui veulent ça. Ils veulent ça parce que même quand M. Darmanin à l'Assemblée nationale dit il y a 66% d'opinion favorable au mois de décembre des forces de l'ordre en France, donc gendarmes et policiers. Mais c'est nul en fait. C'est nul. La police, si jamais quelqu'un dans son tête qui a sauvé des gens au cours d'un attentat, qui va mettre fin à un braquage, qui vient régler votre différend de voisinage, mais comment on ne peut pas aimer la police? Par contre, une police utilisée de façon politique à réprimer les gens, à réprimer les libertés individuelles, effectivement en fonction de l'image qu'on a dans sa tête. Donc moi, la police, pour laquelle les policiers sont engagés, pour laquelle je m'étais engagé, c'est de défendre les gens. Et en dessous de 95%, c'est pas satisfaisant. Pour un service public, on ne vend pas des voitures, on n'est pas entre guillemets dans un service client après-vente. Est-ce que vous êtes content de la prestation? Non. Donc voilà, donc à partir de là, quand M. Darmanin se glorifie de 66%, on se croirait dans la pub Orangina. À l'époque, ils avaient dit la pulpe reste en bas, secouez-la. Du coup, en fait, ils avaient fait un défaut, ils l'avaient argumenté en argument de vente. On est dans la même chose. Donc on a vu cette coupure. Après, il faut des policiers dociles, il faut un code de déontologie qui avait été mis en place sous M. Valls pour limiter la liberté d'expression, pour limiter atteinte au crédit au nom de la police nationale. Je dis avec ironie, aujourd'hui, je suis passé en conseil de discipline dans la salle des 167 policiers morts pour la libération de Paris, au motif que j'ai porté atteinte au crédit au nom de la police nationale, y compris dans ma vie privée, qui en fait a été remis dans le code de déontologie de la police nationale en 2014, mais c'est un copier-coller de l'article 5 du statut général de la fonction publique de Vichy. Donc c'était assez paradoxal, parce que j'ai la chance en plus d'être dans l'organisation historique de la police nationale, créée en 1883, et pendant l'occupation, nous étions dans la résistance, et c'est des collègues à moi, des prédécesseurs du syndicat, qui sont morts pour libérer Paris. Donc c'était assez ironique aujourd'hui que je sois dans cette salle, jugé par un préfet allemand, aussi ironique. Et voilà, donc la petite blague était facile mais nécessaire. Au moins, ça fait plaisir de voir qu'on est capable de dépasser les clivages partisans,
les intérêts particuliers, les idéologies, quand c'est sur le fondamental. Donc ça fait chaud au cœur. Ils n'ont jamais dit qu'ils me soutenaient, ils soutenaient les causes qu'on pouvait soutenir, mais ils ont dit, au moins, si demain, toi, tu peux plus t'exprimer, demain, nous, on ne pourra plus s'exprimer. On ne pourra plus débattre. On n'aura plus de débat, ce sera la censure qui décidera. Et donc, du coup, c'est insupportable dans une démocratie. Donc, du coup, oui, ça fait chaud au cœur, cette responsabilité syndicale. Quand il y a un sujet très, très grave, parce que c'est très, très grave d'attaquer la liberté d'expression, parce que si les policiers ne l'ont plus, les citoyens, je vous laisse imaginer ce qu'ils auront derrière. Et donc, ça fait consensus, et là, c'était beau, et ça faisait plaisir. On va pouvoir, comme dit M. Macron, à continuer entre syndicalistes à être des Gaulois réfractaires, à se disputer, à pas être d'accord, à avoir des opinions différentes, mais ce sera par le débat et par la conviction qu'on arrivera à se convaincre ou à trouver des consensus en tous les cas. Et ça c'est beau et ça fait plaisir. Déjà soulagé et libéré, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Donc du coup, quand on rentre, on se dit, bon bah à quelle sauce je vais être mangé. On n'est jamais sûr de quel syndicat va prendre quelle position, donc ça a été un soulagement de savoir déjà qu'ils avaient choisi de défendre la liberté d'expression syndicale. On ne sait jamais comment va se positionner l'administration. Et au final, ça s'est très bien passé. Comme a dit, je ne sais plus qui m'a assisté, m'a dit autour de cette table, autour d'Alexandre, parce que ce n'est pas Alexandre qu'on vient défendre. Nous sommes des personnes avec des idéologies, des moyens de pensée diverses, des parcours très différents. Et aujourd'hui, on veut continuer à défendre la liberté d'expression. Et c'est pour ça, peut-être qu'on ne se retrouvera jamais autour d'une table, au d'autres que pour un débat, pour de la confrontation. Mais aujourd'hui, on est derrière, parce que c'est nécessaire, parce que c'est le messager d'un message beaucoup plus large. Et donc, du coup, ça fait chaud au cœur aussi. Et ça fait chaud au cœur que tout le monde l'entende dans cette salle. Historique. Alors je vais redire, c'est vrai. Cyril, donc qui fait partie des gens. Non, pas l'avocat. L'avocat, il est pas là. Syndicaliste de la FPIP qui m'a assisté, c'est vrai, qui était là aussi. Donc pour le coup, on est diamétralement opposés sur. Et ça, pour nous, ce sont des valeurs qui nous sont très chères. Et nous voulons vraiment continuer à défendre cette police citoyenne, à défendre cette police qui est républicaine. Et je trouve que l'engagement d'Alexandre, quelles que soient ses convictions, est des plus louables. Et on tenait vraiment à défendre cette liberté d'opinion dans le dialogue social de la police et montrer qu'il y avait vraiment une unité entre tous, quelles que soient nos convictions syndicales, pour notre ligne politique ou autre, nous nous retrouvons tous autour de ces valeurs. Voilà, qu'il incarne à merveille et je suis fier de l'avoir défendu. Et avec le porte-parole du syndicat, c'est pas le syndicat, c'est des hommes, il y a plus de 1000 personnes qui sont dedans. Après, je continuerai d'être là aussi. Après, pour le moment, en fonction de la sanction qui sera prononcée, je pourrai rester ou pas secrétaire général, mais je compte bien rester porte-parole si c'est possible. Un congrès sera standardisé et ce sera pas moi de le décider au final. Moi, je pourrais proposer mes services, mais il y a un congrès qui sera organisé, c'est le congrès qui décidera, les militants qui sont à l'intérieur. La partie de la police, c'est compliqué de se projeter. Parce que si on veut trouver un emploi, on dit t'es libre quand ? J'en sais rien. Donc mon projet, le seul qui me tient à cœur, c'est de trouver des moyens de continuer le combat. C'est ce que j'avais expliqué. Je quitte la police pas parce que je quitte le navire, c'est parce que c'est pour lutter de façon différente et de façon efficace. Parce qu'au bout d'un moment, si les moyens ne sont pas là, donc par exemple présider l'association IGPN Citoyens, continuer à soutenir le syndicat Vigie, en disant voilà, si je peux plus, je peux être porte-parole, continuer à soutenir cette cause qui me tient à cœur. Après peut-être faire du journalisme, en fait trouver un moyen idéalement de pouvoir vivre de ce combat. Et si je ne peux pas trouver un boulot alimentaire pour me permettre de continuer ce combat quand même. Et idéalement, le meilleur des scénarios, c'est qu'on m'accorde ma rupture conventionnelle qui me permet de me retourner, de continuer le combat tout en ayant une petite avance. Et sinon, en attendant, j'ai aussi fait une cagnotte pour continuer ce combat, parce que pour garder la liberté, etc. Et ça permet aussi de continuer de façon tout de suite et autonome au fur et à mesure des mois qui se déroulent. Donc voilà, donc je ne sais pas encore le modèle, je sais juste la conviction qui m'habite et que j'ai envie de continuer, parce qu'il est hors de question qu'on laisse cette police dans cet état-là, à la fois pour les policiers, pour les citoyens, pour le profit unique de ceux qui nous dirigent. Je rappellerai cette phrase catastrophique, mais qui me motive à fond. Le fondement de la République, c'était Louis Blanc, sous la Troisième République, qui avait dit « le bulletin de vote a remplacé la violence dans les rues », parce que ça permet de faire un consensus national. Et on trouve un compromis qui n'est pas idéal, mais qui permet en tous les cas de consulter les gens. Et là, nous sommes passés avec Madame Sibeth Ndiaye pour faire passer des réformes pour lesquelles nous avons été élus. Encore, il faut s'accorder sur le pourcentage des gens qui l'ont élu. J'assume de faire usage de la violence. Du coup, c'est le contraire des valeurs de la République française. Et en plus, elle n'assume rien du tout. Ce qu'on lui avait proposé, si vous assumez réellement, voilà une matraque, voilà un bouclier, un casque, venez en première ligne d'une manif. Curieusement, on ne l'a jamais vu. Je vais expliquer les choses. Ça dépend comment c'est dit, dans quel contexte. Je vais prendre un exemple, parce qu'on a eu le soutien d'une association qui s'appelle Hors Service, et également qui a été mis en cause pour une publication effectivement très provocatrice. Mais il faut comprendre les choses. Du coup, le résultat des courses, il y a deux choses. En France, il y a la légitime défense. Quand des gens sont attaqués, donc y compris des policiers, si on prend des frigos, des cocktails Molotov, des pavés, toutes les armes par destination qu'on veut,
Je parle du folklore de M. Darmanin qui veut faire légiférer sur les feux d'artifice. Enfin, demain, il va falloir légiférer sur les boules des pétanques, les marteaux, et on va classer en armurerie les magasins de bricolage. Donc on est chez les fous. Donc si on commence à légiférer sur tous les tout, il faut régler le problème à la base. On n'a pas à faire usage de violence voilà, pour agresser des gens, quel que soit le mode. Donc résultat des courses, la légitime défense permet de répondre à ça. Donc des policiers ont dit, légalement, on pourrait riposter. Maintenant, le vrai problème, c'est que c'est un problème politique. Qu'on entende ce discours, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas résolu sur le fond. C'est-à-dire que les politiques ont tout abandonné. Quand on a par exemple des politiques comme M. Macron et son gouvernement depuis le début, qui dit qu'il y a des quartiers de reconquête républicaine. Ça veut dire qu'ils disent on va s'en occuper dans 1 an, dans 2 ans. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers? Personne n'y va. Des gens qui doivent vivre en sécurité, ils n'ont pas le droit d'y vivre. On a abandonné ces quartiers de la République. Mais c'est une honte. Donc voilà, donc à partir de là, on a des politiques qui font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Protéger les gens et trouver des solutions pour éviter qu'on dise, oui, effectivement, légalement, on pourrait tirer. Voilà. Mais il faut qu'on trouve d'autres solutions. Parce que ce n'est pas, si jamais il y a quelqu'un qui se fait tuer par la police, le policier se retrouverait en garde à vue, perdrait sans doute son travail, une famille serait endeuillée, il y aurait une enquête, et des gens qui feront la justice se refera le match pendant 10 ans, ça traînera pendant des heures, on ne connaîtra pas la vérité, et au final ce sera catastrophique. Donc le mieux, c'est de régler le problème à la racine, de faire en sorte de pouvoir assurer la sécurité dans tous les quartiers et tous les endroits de la République française. Pour ça, ça nécessite des moyens humains. C'est-à-dire que ce que disent souvent des gens qui habitent dans des quartiers populaires, on voit la police que pour des interventions coup de poing. Mais on voudrait les voir tout le temps, on veut vivre en sécurité tout le temps. On veut connaître nos policiers. Donc c'est de remettre justement ce lien de confiance. Faire une politique de police qui va dans les quartiers, qui sait à la fois faire de la prévention, voilà, mais quand il y a besoin, il y a des arrestations. Et recréer ce lien de confiance. Aujourd'hui, on n'a plus rien, on n'a plus que des opérations coup de poing. Et on arrive à ces discours, on dit on va finir par appliquer le texte légal de la légitime défense parce qu'on a abandonné par tout le monde pour certains policiers ou certaines personnes qui défendent la police. Donc en fait, ça c'est juste la petite haut de l'iceberg. Et ça ne réglera pas le problème, ou en tous les cas de façon très ponctuelle, et en plus ça engendrera plus de problèmes que ça en a résolu. Donc au final, agissons sur le reste, remettons des policiers partout, qui connaissent leur quartier. La police de proximité n'était pas allée assez loin. La police de proximité, il y avait eu un défaut, pour avoir rencontré celui qui l'avait créé, il avait prévu un triptyque, prévention, répression, sanction. On lui a coupé le budget à la prévention. Donc c'est passé pour une police de bisounours. Qui venait dire c'est pas bien, voilà, faut pas fumer, puis tu fumes quand même et ça pollue toute la cage d'immeuble. Enfin voilà, du coup il faut les deux. Si on fait une première fois l'alerte, ça marche pas, et on passe à la deuxième phase, sanction. Et après répression et après sanction. Donc c'est toute la chaîne. Donc en fait la police de proximité, oui, mais si elle a abouti à tout, en fait en disant voilà, on fait les choses complètes. Et voilà, donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Donc déjà suivre Vigie, c'est simple pour avoir de l'information. M'aider personnellement avec la cagnotte. Et après il y a l'IGPN citoyen. En fait l'objectif aussi, c'est d'avoir d'être invité au Beauvau de la sécurité. Parce qu'en fait on invite des spécialistes, etc. Mais on n'invite pas les citoyens, ce qui est quand même dommage. Oui, mais du coup, et résultat des courses, du coup, le syndicat Alliance revendique 30 000 adhérents. Si jamais il y a 30 000 personnes qui sont par-ci, qui se disent soutenir le projet, il n'y a pas de justification au ministre de ne pas inviter les citoyens au débat. Donc, juste ça commence à monter. Voilà. J'ai vu que ça commence à monter. IGPN citoyen, voilà. Donc là, juste un petit clic, venez, voilà. Et ça permet de dire que les gens veulent participer au débat. Mais c'est ça. Toutes les tendances, toutes les tendances et tout, parce que c'est un débat. Voilà. Donc il y a du boulot, mais tous ensemble, on devrait pouvoir y arriver. Merci Alexandre. Merci à tout le monde. Merci. Merci.